Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, Cœur de patrimoine cette semaine, on va tordre le cou à quelques idées reçues grâce à Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine. C'est vrai qu'il y a quelques mythes, quelques idées, quelques formules un peu à l'emporte-pièce qui tournent dans la tête des clients, des observateurs, etc. quand on parle de gestion de patrimoine. Et on va essayer, grâce à vous, de les combattre. On en a une petite dizaine comme ça que vous avez retenues et on va les prendre l'une après l'autre et on va essayer de voir ce qu'il faut en dire. Alors la première, et c'est vrai qu'elle est vraiment dans la tête de tout le monde, parce que moi chaque fois que je parle de conseiller en gestion de patrimoine à quelqu'un, la personne me répond « Ouais, non, mais attends, moi, j'ai pas assez de pognon. » La gestion de patrimoine, elle est réservée qu'aux riches ? C'est totalement faux. Et Cédric, pour aller dans votre sens, c'est exactement la même chose que j'entends lorsque ça m'arrive à des soirées, des événements, de me présenter en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Effectivement, on me répond « c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai pas de patrimoine. » Sous-entendu, il faut au moins 1 million d'euros pour avoir accès au placement et de commencer à s'intéresser à son argent. Alors que c'est faux. Il existe autant de conseillers en gestion de patrimoine qu'il existe de types de clientèle. Bon, certes, il y en a qui... Bien sûr, il y a des structures type des family office, des banques privées qui acceptent des clients qu'à partir de quelques centaines de milliers, voire 1 million d'euros à placer. Pour autant, à l'extrême opposé, on a des cabinets qui n'ont pas de seuil d'entrée minimum et qui acceptent, entre guillemets, les petits patrimoines. Et puis surtout, aujourd'hui, on le voit notamment sur les réseaux, il y a une telle volonté des acteurs de la finance de démocratiser l'accès au placement qu'il existe de plus en plus de supports d'investissement, de placements très accessibles avec des rendements super attractifs. Je pense par exemple à des assurances-vie qui peuvent être disponibles à partir de 1 000, 2 000, 3 000 euros, même des SCPI qui proposent des versements mensuels à partir de 100, voire même 50 euros pour certaines. Donc c'est accessible à tout le monde. Surtout, plus on s'y prend tôt, plus tôt on évite les erreurs, plus tôt on en profite. Et pour donner un petit exemple, je vais prendre un exemple concret, le plus jeune client de mon cabinet, qui est en l'occurrence mon cousin, on lui a ouvert sa première assurance vie à 5 000 euros et il met tous les mois 500 euros dessus. Bon, il a une belle capacité d'épargne, il vit encore chez ses parents donc il en profite. Et on a fait un petit calcul, 5 000 euros avec 500 euros par mois, si on part sur un rendement à 6%, au bout de 40 ans, il pourrait avoir potentiellement 1 million d'euros sur son assurance vie en partant de 5 000 euros. Donc tout ça pour dire que effectivement, ça peut être accessible à tout le monde. Et puis on va être très honnête, le CGP, il préfère développer le patrimoine de son client plutôt que de le voir stagner. Ça peut être une question de philosophie, voilà. Effectivement. Alors tiens, c'est marrant, vous parlez de l'assurance vie, parce que l'assurance vie aussi, elle fait pas mal jaser. Et comme tout le monde parle d'assurance vie, enfin beaucoup de gens parlent d'assurance vie, on fait beaucoup de photocopies. Donc on se dit, un tel, il a un sale contrat assurance vie, donc l'assurance vie c'est nul. Effectivement, je pense que l'assurance vie, c'est un des produits sur lesquels on généralise le plus. L'assurance vie de mon oncle, elle n'a pas fonctionné, c'est nul l'assurance vie. Sauf que c'est indispensable de distinguer le contenant du contenu. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, c'est un support. Et ce qui compte, ce qui va faire la performance... ce qu'on veut dedans. Exactement, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette assurance vie qui va faire la performance. Ça peut être du fonds euro, des fonds en unité de compte, de l'immobilier, des actions, des obligations, du private equity. C'est vraiment ça qui va faire la performance. Et, c'est ce qu'on appelle les fameuses unités de compte. Les UC, c'est ça, exactement. C'est ça qui va faire la performance. Et encore une fois, je prends un exemple, et là c'est vraiment mon oncle, qui a ouvert une assurance vie il y a un peu plus de 25 ans, qui est resté qu'avec des vieux fonds euros qui rapportaient entre 1 et 2% par an, et un tout petit peu d'unités de compte, mais qui était relativement lamentable au niveau des performances. J'ai ouvert mon assurance vie il y a un peu plus de 10 ans. En 10 ans, j'ai généré plus de performances que lui, son assurance vie en 25 ans. Donc pour illustrer le fait que l'assurance vie, c'est pas le problème, c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur. C'est ça le plus important. Ouais. Voilà une deuxième idée reçue. Troisième idée, je veux investir dans de l'immobilier et donc je suis condamné à créer ma SCI. Ça aussi, la SCI, c'est un fantasme français. Il faut pour être à la mode dans l'immobilier, il faut sa SCI. Je pense que j'ai entendu de la part de beaucoup de néo-investisseurs. Et à chaque fois que je demande pourquoi vous voulez faire une SCI, vous voulez une SCI ah oui, et ils me disent je sais pas. On m'a dit que je pouvais payer moins d'impôts. Il y a mon voisin, il a créé une SCI pour investir dans son studio à Roubaix. Mais c'est jamais des réponses qui vont être cohérentes et surtout adaptées à des situations particulières. Alors oui, la SCI, Société Civile Immobilière, ça peut être un très bon outil pour gérer du patrimoine immobilier,
pour maîtriser aussi sa fiscalité. On a le choix entre l'IR, entre l'IS, pour aussi gérer la transmission, en donnant par exemple des parts à ses enfants. Ça peut être un très bon outil, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour un premier investissement. Et à l'inverse, ça peut même être contre-productif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une création de SCI, ça génère des frais au départ. Il y a des frais de création, il y a des frais d'entretien avec notamment la comptabilité, il y a des obligations administratives, déclaratives, on a des déclarations fiscales professionnelles, alors que de l'autre côté, ça génère aucun avantage comparé à si on détenait le bien en nom propre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est d'adapter la structure à son projet et non pas l'inverse. Et non pas créer une SCI pour dire j'ai une SCI. Pour frimer, quoi. Pour frimer, pour dire le dimanche, moi j'ai ma SCI. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on reste dans l'immobilier. Alors là, ça devient, entre guillemets, un petit peu plus précis. Je ne fais que de l'immobilier à cash flow positif, car si j'ai un effort d'épargne, je perds de l'argent. Le cash flow positif, c'est la fameuse phrase magique de tous les vendeurs de formation immobilière pour faire rêver un public assez peu averti. Pour rappel, cash flow positif mensuel, c'est lorsque les rentrées d'argent, en l'occurrence le loyer, dans un investissement locatif, permet de couvrir l'ensemble des charges, et notamment le crédit, et lorsqu'on a un bénéfice mensuel. Sauf que le cash flow positif est un indicateur totalement biaisé pour déterminer la rentabilité réelle d'un investissement. Parce qu'il y a plein de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Et surtout, le cash flow mensuel peut être géré de manière individuelle. Plus on met d'apport, par exemple, dans le crédit, plus le cash flow va augmenter. Bien sûr. Et on peut même acheter cash l'appartement, et là, on aura un cash flow positif complet. Mais ça, c'est ruiner complètement le taux de rentabilité interne d'une opération immobilière. Parce que, donc c'est un petit peu un miroir aux alouettes, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut être sympa, mais tout dépend. En fait, c'est pas ça qui va vraiment déterminer le gain net final. Et ce qui est le seul et unique indicateur d'un bon investissement locatif, c'est le taux de rentabilité interne. C'est déterminer ce qu'on appelle le TRI. Donc le TRI, c'est quoi ? C'est analyser le gain obtenu sur une période durée et voir, comparer comment est-ce qu'on a obtenu ce gain en fonction des rentrées d'argent, des sorties d'argent de l'autre. Et en l'occurrence, le TRI va prendre tous les éléments en compte. Est-ce qu'on a mis de l'apport au début ? Est-ce qu'on a des travaux imprévus pendant la durée du projet ? Ça va prendre en compte les éventuelles périodes de vacances locatives, les impayés. Et à la fin, on étudie le gain net observé. Et ça, c'est un constat que j'ai pu faire quasi totalement. J'ai même pas forcément le souvenir d'en avoir eu, mais tous les projets immobiliers que j'ai pu analyser, y compris ceux qui, d'un point de vue mensuel, avaient du cash flow, quand on regarde sur une durée donnée, de 10 ans par exemple, quand on regarde le gain net à la fin obtenu, la plus-value obtenue, et quand je fais la comparaison entre toutes les rentrées d'argent, les sorties d'argent, les apports, les travaux, très souvent, quand on lisse de manière mensuelle sur la durée de l'investissement, en réalité, il y a un effort d'épargne. Mais attention, c'est pour assurer aussi les néo-investisseurs qui se posent des questions. Ce n'est pas parce que votre investissement génère un effort d'épargne de 100, 200, 300 euros, c'est pas parce que vous devez rajouter dedans tous les mois que vous vous appauvrissez. À l'inverse, vous vous enrichissez, parce que tous les mois, le capital restant dû à la banque, il diminue, et donc votre patrimoine net, il augmente. Donc, je vous rassure, le cash flow négatif peut être aussi source d'enrichissement. Voilà une quatrième idée battue en brèche. Autre idée, j'attends le bon moment pour investir. Ça va, j'ai le temps. Je vous rassure, on veut tous investir au bon moment. Ouais. Sauf que personne sur Terre ne connaît le bon moment pour investir. Le market timing, c'est compliqué. Et je connais personne qui arrive à battre le marché. Les marchés financiers, ils montent, ils baissent en fonction d'actualité. Et ça, c'est quotidien en fonction d'actualité qu'on ne connaissait pas la veille. Mars 2020, le Covid, personne ne l'avait anticipé. La dissolution de l'Assemblée nationale, Donald Trump avec ses discours sur les droits de douane, on se rend compte que il y a des opportunités dans ces moments-là. Le bon moment n'existe pas. Les taux d'intérêt, ils montent, ils baissent, ça fluctue. Et surtout, ça c'est un constat aussi que j'ai fait, la plupart des personnes qui disent attendre le bon moment, je trouve que c'est plus des clients ou des gens qui ont peur d'investir, qui cherchent plutôt des excuses, et ce sont ces mêmes personnes qui, dans 20 ans, attendront toujours le bon moment, et c'est comme ça qu'on passe à côté d'opportunités. On dit, quand on investit, effectivement, on n'est jamais sûr de gagner. À l'inverse, quand on n'investit pas, par contre, on est sûr de perdre. Et il y a quelques moyens un petit peu de contrer, par exemple, ces fluctuations, mettre en place ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging, où tous les mois, on met le même montant sur un même placement afin de lisser les points d'entrée. Faire un abonnement, quoi. Exactement, ça permet de lisser la volatilité, de diminuer, entre guillemets, le risque. Néanmoins, je dirais quand même qu'il existe peut-être deux bons moments pour investir.
Le premier, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et je suis sûr et certain que dans 20 ans, on dira toujours la même chose. D'accord. Donc, investissez. Le plus important, c'est de faire. Voilà. Et on rappelle, il y a des stats partout que vous pouvez trouver quand on rate les X meilleures séances de l'année, c'est-à-dire on ne sait pas quand elles sont, on a une performance quasi flat, voire négative sur les marchés. Enfin, donc il faut être investi tout le temps, et avec ces histoires d'abonnement, finalement, quand vous mettez 100 € par mois sur le marché, il y a des moments où vous achetez plus, des moments où vous achetez moins, mais sur longue période, bien évidemment, c'est rentable. L'immobilier, c'est une valeur refuge sans risque. Ça aussi, belle idée reçue. Là. On connaît la passion française pour la pierre parce que c'est tangible, on dit toujours ça. Donc effectivement, c'est vrai que pendant 20 ans, jusqu'à peu près 2022, on a constamment connu des hausses du patrimoine immobilier. Sauf que là, on a vu avec la remontée assez brutale des taux d'intérêt il y a 2022-2023, pour la première fois, on a connu des grosses baisses significatives dans l'ensemble de la France. Je regardais encore ce matin, par exemple, le site Meilleur Agent, Paris. Si on regarde sur les 5 dernières années, Paris, c'est moins 11%. Alors pendant des années, j'ai entendu Paris, ça baissera jamais. Ouais. On a connu une baisse. Certes, ça remonte un petit peu, mais on a quand même connu cette baisse. Et outre l'évolution des prix de l'immobilier, faut pas oublier aussi toute la gestion de l'immobilier au quotidien. La gestion d'un locataire, les éventuels impayés de loyer, les vacances locatives, les travaux, votre locataire qui vous appelle le dimanche pour vous informer d'un dégât des eaux et qu'il faut aller changer l'appartement. La fiscalité, vous en parlez, Cédric. J'ose même pas en parler tellement ça évolue constamment et rarement favorablement. On l'a encore vu cette année avec le régime LMNP, où il y a quelques avantages qui ont été supprimés. Donc, mon but, c'est absolument pas de vous dégoûter de l'immobilier, mais simplement de vous informer. Non, mais c'est pas sans risque. C'est pas sans risque, c'est pas un long fleuve tranquille. Et surtout, j'estime que c'est une erreur de miser 100% sur la pierre au motif que c'est rassurant. Et je pense que rien de mieux que privilégier le fameux dicton, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification, c'est la meilleure des choses pour contrer un éventuel risque. Et tiens, preuve qu'on n'en veut pas à l'IMO. Autre maxime, être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Alors ça, effectivement, 100% des locataires, moi le premier, on s'est tous posé la question de l'intérêt ou pas d'acheter sa résidence principale. Je reviens avec ce que je disais précédemment. C'est un peu cette passion française pour l'immobilier, la génération de mes parents, les parents de mes clients trentenaires que je rencontre. On a été biberonnés à la première chose à faire, c'est s'acheter sa résidence principale, c'est se mettre un toit sur la tête, parce qu'être locataire, c'est jeter de l'argent par les fenêtres pour enrichir un propriétaire. Je me suis vite rendu compte que c'était un raisonnement très raccourci et simpliste, et que en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il n'existe aucune vérité financière universelle et absolue, et ça va dépendre de plein de paramètres, de là où on veut investir, du montant mensuel qu'on est prêt à y consacrer, de l'horizon de placement qu'on a dans cette fameuse résidence principale. Et c'est super important de chiffrer tout ça et de voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut comparer le coût mensuel. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas rester locataire, économiser un éventuel apport, placer cet apport sur des marchés, sur les supports financiers, tout en sachant aussi qu'en étant locataire, on a plus de flexibilité. Si on veut quitter un appartement, du jour au lendemain, en France, on peut le faire. En tant que propriétaire, c'est un peu plus compliqué. Il y a néanmoins quelques indicateurs. En général, on dit que plus la ville dans laquelle on habite a un rendement locatif important, plus c'est intéressant d'être propriétaire. Parce que les loyers, en général, sont supérieurs au crédit. Donc autant payer à rembourser un crédit. À l'inverse, plus la rentabilité, le rendement locatif de la ville est faible. Je prends Paris, par exemple. Paris, c'est réputé, on dit souvent que dans la mesure où il y a un rendement locatif relativement faible, c'est plus intéressant de rester locataire. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, à titre perso, ça fait un peu plus de 5 ans que je me suis créé un simulateur vraiment complet sur Excel où je prends toutes les données en compte. Je prends le coût du loyer versus le coût d'être propriétaire pour un même appartement situé dans la même ville pour la même surface. Et en fonction de ça, et ça prend plein de paramètres, les taux d'intérêt, la durée du crédit, la taxe foncière qu'on ne paye pas en tant que locataire, qu'on a en tant que propriétaire. Et je regarde si à côté de ça, je reste locataire, que je place mon éventuel apport sur une durée de 10, 15, 20 ans, ça me détermine au bout de combien de temps c'est plus rentable d'être propriétaire. Et du coup, j'ai ce simulateur que je me sers au quotidien pour mes clients aussi, qui est un bon indicateur.
Et je me fais un petit peu aussi d'autopromotion. Si jamais il y en a qui souhaitent recevoir ce simulateur, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ça serait avec plaisir que je vous le transmettrai. Vous n'avez pas tout perdu en écoutant Cœur de Patrimoine. C'est ça. Allez, dernière idée reçue, et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de gestion de patrimoine sans parler de fiscalité. Or, en France, dès qu'on parle de gestion de patrimoine, on parle de fiscalité. La défiscalisation avant tout. Le meilleur pour la fin, la fiscalité, le sujet le plus sexy de la gestion de patrimoine. C'est vrai aussi ça. Est-ce qu'il faut courir après tous les dispositifs de défiscalisation ? J'ai rencontré beaucoup de clients qui payaient des dizaines de milliers d'euros d'impôts et qui avaient pour seul et unique objectif de payer moins d'impôts. Donc, l'optimisation fiscale, c'est bien, mais il ne faut pas être aveuglé par la carotte fiscale. Le plus important, c'est le sous-jacent, c'est le placement qu'il y a derrière. Donc, il faut d'abord étudier le placement qui nous est proposé, voir le gain final, parce que économiser 10 000 euros d'impôts, c'est bien, mais si ça nous en coûte 12, ça n'a aucun intérêt. Donc, le plus important, c'est vraiment de regarder ce qu'il y a derrière. Il existe de très bons produits, de très bonnes solutions en France. On a par exemple le Girardin, le PER, dont on a déjà évoqué le sujet ici, où la rentabilité fiscale peut être super importante. Mais il faut toujours qu'il y ait un double objectif, parce que vouloir diminuer ses impôts uniquement pour diminuer ses impôts, ça peut souvent être contre-productif. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des investissements où, au bout des 10 ans, au final, ça nous a coûté plus cher que l'économie d'impôt réel. En plus, il y a le plafond des niches. Il y a le plafond des niches aussi à prendre en compte. Si l'outil qu'on vise rentre dans le plafond ou pas, parce que dans ces cas-là, on peut investir à perte en plus. C'est ça. Donc la fiscalité est super importante, parce que ça peut, si c'est pas anticipé, ça peut ruiner un investissement, la rentabilité d'un investissement, mais il faut pas que ça soit le seul et unique objectif avant de prendre une décision. Eh bien voilà quelques idées reçues battues en brèche. Merci beaucoup Yann. Merci Cédric. Yann de Florenne donc pour Modo Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. À très vite. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.